Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui au cœur de l'actualité est Jean-Claude Mailly. Bonjour Jean-Claude Mailly. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Depuis 4 mois, avec la CGT, vous menez le combat contre la loi travail. Mardi, vous avez appelé à une 11e manifestation. Mercredi, vous avez été reçu par Manuel Valls. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Le texte qui a été très sérieusement corrigé par le Sénat sera revu par l'Assemblée le 5 juillet avec la perspective d'un 49.3 et peut-être d'une motion de censure déposée éventuellement par les socialistes frondeurs. Vous avez envisagé une sortie par le haut, vous avez posé plusieurs conditions, il n'est pas certain que ces conditions soient remplies. Vous allez nous en dire plus dans quelques secondes. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Nathalie Birchem pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Nathalie Birchem qui vous pose la première question pour La Croix. Donc vous avez été reçu mercredi par Manuel Valls, il vous a annoncé un certain nombre de choses, notamment pour conforter le rôle de la branche. C'est ce que vous vouliez, ça n'a pas été suffisant, pourquoi ? Jean-Claude Mailly. Non, il y a plusieurs aspects sur ce projet de loi tel qu'il est aujourd'hui. Moi, j'avais indiqué au préalable qu'il y avait au moins 2 conditions si l'on veut essayer d'avoir une sortie par le haut. Qu'est-ce que j'appelle une sortie par le haut ? Voilà. C'est que nous obtenions des choses, que le gouvernement... personne ne soit humilié, quoi. C'est ça que ça veut dire. Que personne ne soit humilié. Bon. Ouais. Parmi les conditions que nous avions posées, il y a effectivement, donner un rôle à la branche demain, parce que dans le projet de loi, on ne parlait plus des branches. Et deuxième condition, c'est revoir certaines dispositions de l'article 2. On pourra y revenir, les heures supplémentaires, le temps partiel, etc. Donc sur la branche, effectivement, nous avons déposé, nous, des contre-propositions il y a un mois, qui ont été examinées par le gouvernement, qui s'en est beaucoup inspiré. Donc on arrivera à un système où la branche aura encore un avenir. Quand ça, c'est clair pour vous ? Oui, si tout est bien respecté, oui. Ça veut dire, il y aura en gros, il y a le Code du travail, il y aura 6, j'ai demandé un 7e thème, 7 thèmes sur lesquels les branches, donc c'est les conventions collectives nationales, continuent à exister et à négocier et on ne pourra pas déroger dans les entreprises. Il y aura ensuite des thèmes réservés à la négociation d'entreprise comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour tous les thèmes qui ne seraient ni dans l'un ni dans l'autre, ce serait aux branches de discuter, savoir ce qu'elles veulent. Donc la prééminence de la branche. Oui, c'est important, c'est un point clé parce que c'est ce qui permet à la fois l'existence des conventions collectives nationales, donc d'avoir un minimum dans un secteur particulier d'égalité de droits entre les salariés, dans la chimie, la métallurgie, la banque, etc. Ça permet aussi de réguler un minimum la concurrence, puisque les mêmes dispositions s'appliquent sur le plan économique. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a un côté républicain, parce que assurer un minimum d'égalité de droits, égalité, c'est aussi un des 3 termes de la devise républicaine. Donc ça va dans le bon sens. C'est le reste qui n'a pas été. Alors, Nathalie Birchem. Vous venez nous expliquer tout ce qui allait dans le bon sens, c'est pas mal. Ah mais moi je suis pragmatique, vous savez, syndicaliste c'est quelqu'un de pragmatique, donc quand on demande quelque chose qu'on l'a, si on répond, je ne veux pas dire que c'est pas vrai, oui on a ça. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Alors ce qui ne va pas, il y a à la fois ce fameux article 2 dont on a l'impression aujourd'hui que c'est devenu un totem, auquel on n'a pas le droit de toucher. C'est soutenu notamment par le Premier ministre, quand je lui pose la question hier, par exemple, mais pourquoi le gouvernement veut une baisse du pouvoir d'achat des salariés ? Il ne répond pas. Mais je dis, pourquoi vous ne voulez pas qu'on discute de l'article 2 ? C'est une conviction. Point, je n'ai pas d'autre réponse. C'est une conviction. Voilà, c'était la réponse de Manuel Valls. C'est un totem. Bon, il y a le président du MEDEF sur cet article-là, pas sur le reste, qui a accroché mordicus aussi sur l'inversion de la hiérarchie des normes, qui demeure sur tout ce qui est durée du travail, mais aussi impact sur le pouvoir d'achat, et le secrétaire général de la CGT qui ne veut pas qu'on y touche aussi. Voilà, donc plus personne, c'est le totem. Le totem, c'est fait aussi pour être abattu de temps en temps. Romain Mazneau, RCF. Sur les heures supplémentaires dans l'article 2, précisément, qu'est-ce que vous réclamez ? Jean-Claude Mailly. Les heures supplémentaires, comment ça marche aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez le Code du travail qui dit la durée légale du travail est de 35 heures. Les premières heures supplémentaires, les 8 premières, sont majorées de 25%, les autres de 50%. Et on peut aujourd'hui décider que ce ne soit pas 25%, mais 10%, à condition qu'il y ait un accord de branche national. Ça, c'est la disposition. Ça veut dire que dans la plupart des conventions collectives ou des accords nationaux, exemple la métallurgie par exemple, il y a un accord qui est signé
entre le patronat et les syndicats qui dit que les premières heures supplémentaires, c'est à 25%. Ça veut dire que toutes les entreprises de la métallurgie sont obligées d'appliquer les 25%. Ce que dit le projet de loi, c'est la durée du travail, c'est toujours 35 heures. Et demain, les heures supplémentaires, le taux de majoration, ce sera entre 10 et 25, et c'est dans l'entreprise que ça va se discuter. Ça veut dire que c'est une vieille demande patronale. Moi, je me souviens, dans les années 2000, M. Kessler, M. Sellière, qui demandaient déjà ça. Là, ils l'obtiennent. Ça veut dire que dans le même secteur d'activité demain, deux entreprises concurrentes, l'une pourra décider, alors on dit c'est par la négociation, mais avec pression sur les salariés, de payer les heures supplémentaires non plus à 25 et à 10, et l'autre à côté à 20. Ça veut dire qu'on va accroître à la fois les distorsions de concurrence et on va faire baisser le pouvoir d'achat des salariés. Quelqu'un qui est au SMIC, durée légale du travail, 35 heures. Durée effective du travail, c'est 39 heures en moyenne. Bon. Donc quelqu'un qui fait 4 heures supplémentaires chaque semaine, s'il est plus majoré de 25%, mais de 10%, il va perdre minimum 20 euros par mois. Ça n'est pas rien. Donc ça programme une baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, on voulait que ça reste au niveau de la branche, entre 10 et 25, mais que c'est la branche qui décide. Ça, vous n'avez pas obtenu. Ah non, ça, mais dès qu'on parle article 2, on a l'impression que, je ne sais pas... Alors quelle est l'issue, justement? Parce que le gouvernement ne veut pas céder sur cet article 2. Quelle est l'issue? Il n'y a pas que je vais prendre un deuxième exemple pour montrer, parce que c'est des impacts concrets, ce n'est pas de la théorie. Sur le travail à temps partiel, il y a notamment le fait que, dans cet article 2 également, ce qu'on appelle les délais de prévenance, c'est-à-dire le nombre de jours auquel on doit prévenir auparavant un salarié pour l'organisation de son travail. La loi dit c'est entre 3 et 7 jours. Aujourd'hui, c'est la branche qui fixe ça. Demain, ce sera l'entreprise. Ça veut dire aussi que beaucoup de femmes vont être impactées, parce que 78% du travail en partiel... de caisse, tout ça... Oui, 78% des gens qui travaillent en partiel, ce sont des femmes. Je rappelle, avec un salaire médian de 820 euros par mois. Si demain, ça passe de 7 jours à 3 jours, vous voyez toute la complexité, comment ça va perturber l'organisation de la vie privée, vie professionnelle. Voilà. Donc ça, on dit, il faut que ce soit la branche. Voilà, c'est deuxième... Alors, pour le moment... On a un Premier ministre, je le confirme, très rigide là-dessus. On ne peut pas parler de l'article 2, c'est impossible. Bon. Donc ça signifie que la sortie pour le haut est impossible. En ce qui nous concerne, elle est impossible. Donc il va y avoir débat parlementaire, je ne sais pas ce que ça donnera à l'Assemblée nationale, mais mon sentiment, c'est qu'on s'oriente, si ça ne change pas, en tous les cas, si c'est le Premier ministre qui décide, ça ne changera pas, visiblement, on s'oriente vers un nouveau 49.3. C'est ça que ça signifie. Mais vous faites Nathalie Birchem, une précision. Jean-Claude Mailly, c'était le patron qui décidait. En tout cas, en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, vous venez de nous expliquer comment ça fonctionne. Il faut un accord majoritaire, donc il faut que des syndicats signent. C'est quand même... Le rôle des syndicats n'est pas nul. C'est quand même un verrou important. C'est l'argument de Manuel Valls, c'est l'argument de Myriam El Khomri. Vous ne pensez pas que le fait que les syndicats doivent avoir à se prononcer n'est pas un verrou important? Non, non, tout simplement pour différentes raisons. D'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qu'on peut appeler la démocratie politique. Effectivement, au Parlement, quand il y a un débat, il faut bien qu'il y ait une majorité de députés, donc plus de 50% qui votent la loi pour que la loi s'applique. Ça, c'est la démocratie politique. La démocratie sociale, le critère de 50% n'a guère de sens. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul à décider. On est dans une négociation. En face de nous, il y a un interlocuteur, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'entreprise. Et pourquoi ont été mis en place ces 50%? Pour une seule et simple raison. C'est parce que c'est pour justifier des accords qui retirent des droits aux salariés. En gros, oui, ça retire des droits, mais il y a une majorité qui est d'accord pour les retirer. Parce que imaginez que si c'est pour améliorer les droits, tout le monde signe. Il n'y a pas besoin de critères. Si FO est contre, ils ne signent pas. Si la CGT est contre, elle ne signe pas. Oui, mais justement, jusqu'à aujourd'hui, ça marche comment ? Nous, on a toujours été très réservés, pour les raisons que j'indique, sur les 50%. Et le gouvernement commence à se rendre compte qu'effectivement, 50%, je rappelle que d'ailleurs, cette histoire de 50%, elle vient d'où? Elle vient d'un accord signé, une position commune en 2008 sur la représentativité syndicale, que nous n'avions pas signé pour des raisons de conception. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte, y compris parmi les signataires, syndicalement c'était CGT et CFDT qui avaient signé, que ça devient compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'accords, on n'arrive pas à trouver les 50%. Donc le gouvernement dit, alors on reste à 30%, mais on met en place, si nécessaire, une procédure référendaire. Ça veut dire qu'au passage, on supprime le droit d'opposition. Moi, je trouve que le système tel qu'il est aujourd'hui, il ne fonctionne pas si mal que ça. Ça veut dire qu'un accord, pour qu'il soit valable, il faut au moins que 30% le valident. Syndicat signataire. Après, les autres. Le syndicat, il y a 3 possibilités. Ou il signe l'accord, ou il ne le signe pas, mais il ne s'oppose pas. C'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas à ce qui soit mis en place, ou il ne le signe pas et il s'oppose. Voilà. Je trouve que ça fait une palette
qui est suffisante. Donc le système actuel est satisfaisant pour Oui, vous. de ce point de vue-là, il est satisfaisant. Là, on supprime le droit d'opposition. Et franchement, de dire on met en place un référendum, il suffit de discuter avec des DRH, par exemple, d'entreprise, ils ne le souhaitent pas. Hein. Parce que vous imaginez, demain, il y a un référendum d'organiser dans une entreprise pendant 1 mois ou 2 mois. Mais je vais être un peu vulgaire, pardonnez-moi, ça va être le bordel dans l'entreprise pendant 1 mois ou 2. Tout le monde va s'affronter. C'est pas la bonne solution. D'ailleurs, on a proposé autre chose là-dessus, nous. Hier, on a dit, plutôt que de mettre en place un référendum, il y a une autre possibilité. Les 30% ou 32% signent. Ceux qui ne signent pas, on leur laisse un droit, une espèce de droit d'opposition, non pas comme il existe aujourd'hui, mais auprès de la branche. Voilà, les non-signataires demandent à la branche d'examiner l'accord et de dire s'il est bon ou pas bon. Mais ça aussi, pour le moment, c'est refusé. Alain Baron, brûle de vous poser une question. Oui, vous dites qu'il n'y a pas de sortie par le haut pour l'instant. Pour le moment, non. Pour l'instant, et qu'on va vers un 49-3. Ah oui. Et vous avez pas mal d'amis au PS, vous connaissez bien ce parti. Ça, pour le gouvernement, c'est très dangereux, non? Un nouveau 49-3. Écoutez, moi, le 49-3 est constitutionnel. Hein, on sait bien que c'est dans la Constitution. Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'un parti politique est dans l'opposition, il dénonce en permanence le 49-3. Moi, je me souviens des déclarations de François Hollande en 2006, de Manuel Valls, etc. Et après, il l'utilise. Hein, donc, c'est constitutionnel, mais je considère que c'est un problème de démocratie. Hein, un projet de loi qu'on présente à tort, selon moi, bien entendu, comme un projet de loi de progrès, il ne serait même pas débattu au Parlement. Ça veut dire qu'on impose, c'est un problème de démocratie. Le Parlement, même si c'est constitutionnel, n'a plus son mot à dire. C'est ça que ça signifie, ce qui pose un problème constitutionnel. Bon, mais j'ai le sentiment, je dis bien le sentiment, que ça n'affole pas le Premier ministre. Hein, j'ai le sentiment que lui va plutôt vers un 49-3. C'est, comme je dis souvent, je crois qu'il mélange un peu autorité et autoritarisme. Il le souhaite, à votre avis? Franchement, moi, encore hier, j'ai eu le sentiment que ce n'est pas le contenu du projet de loi qui le préoccupe. Voilà. Franchement, parce que quand on est rentré dans le détail... oui, écoutez... Qu'est-ce qui le préoccupe? Moi, je pense que... Alors après, je pourrais discuter de ça avec lui, ça ne me regarde pas, mais moi, je lis les journaux, je lis des séries de choses, j'ai plus le sentiment que ce qui le préoccupe, c'est son avenir à lui, dans les années, dans les mois et les années à venir, l'évolution de son parti, etc. C'est plus ça qui préoccupe que... Oui, c'est plus des préoccupations politiciennes. Je pense que ce n'est pas le seul, d'ailleurs. Je pense qu'à l'Élysée, c'est la même chose. Nathalie Birchem, au-delà des états d'âme de Manuel Valls, vous parliez on n'est pas à une sortie vers le haut. Mais si demain, imaginons qu'il y a un amendement qui dise bon, ok, on arrête la possibilité de sous-majorer les heures supplémentaires. Vous dites quoi? Ce serait une décision importante, qui a été faite pour les routiers, hein, je vous le ferai remarquer au passage. Ils le font pour les routiers à juste titre d'ailleurs, puisqu'ils sont très concernés par les heures supplémentaires, mais ils ne sont pas... Alors ce sera un élément suffisant, mais il y a encore... le temps partiel, moi je ne me résous pas à ce que demain, les salariés, notamment les salariés femmes, soient pénalisés. Il y a aussi ce que j'appelle, ce qu'on appelle l'article 30, c'est sur les licenciements économiques. On est en train, avec cet article, de fragiliser le contrat à durée indéterminée, en créant de nouveaux critères de licenciement. Enfin, de dire à une petite entreprise, si vous avez pendant un trimestre, ça va vite un trimestre, un chiffre d'affaires inférieur par rapport au même trimestre de l'année précédente, vous pourrez licencier pour motif économique. Ça veut dire que le CDI va être énormément fragilisé. Une petite entreprise qui a des difficultés, bien sûr que ça arrive. Alors, en général, ce sont des problèmes de trésorerie. Il faut pouvoir passer une période difficile. Donc là, il y a le problème des banques, etc. Mais de se priver de salariés. Et si ça repart le trimestre suivant, on fait quoi? On n'a plus les salariés. Il faut mieux utiliser, s'il y a un vrai problème, et les simplifier, les procédures de chômage ou d'activité partielle, que de licencier les salariés. Donc tout ça, il faut que ça évolue. Oui. Romain Masneau, RCF. Il y a encore une manifestation à annoncer le 5 juillet. Ce sera quoi cette manifestation? Un baroud d'honneur? Non, écoutez, je ne suis pas persuadé que le 5 juillet, il y aura des initiatives. Moi, je le dis clairement, là aussi, c'est une question de responsabilité et de pragmatisme. Sur Paris, les manifestations, ça devient compliqué. Pourquoi ça devient compliqué? Parce qu'on est confronté, les syndicats, mais le gouvernement aussi, tout le monde, la population, au phénomène des casseurs. Oui. Franchement, moi je commence à avoir de l'expérience, je n'ai jamais vu ça. À ce point-là, Ah non, jamais vu ça. On a pu être confronté dans le temps à des problèmes de ce type, mais notamment quand il y avait dans les années 2000 des manifestations, mais à l'appel des étudiants ou des lycéens, donc des jeunes. Et il y avait effectivement des jeunes qui venaient et qui cassaient.
Et il disait, on vient faire les courses, en gros. Quoi. C'était y casser pour voler. Quoi. Bon. Là, on n'est pas du tout dans ce cas. Là, c'est de la violence, non pas gratuite, mais c'est de la violence pour la violence. C'est y compris les insultes que nous avons. On a eu des blessés à différentes reprises dans le service d'ordre, etc. Bon. Donc, c'est compliqué à gérer. Vous n'êtes pas de ceux qui disent qu'il y a une instrumentalisation politique de ces casseurs, notamment l'épisode de l'hôpital Necker. Vous ne dites pas qu'il y a un jeu. Il y a eu l'utilisation derrière. Il y a eu de l'utilisation derrière. En termes de communication, oui. Non, mais il faut bien comprendre que moi, je ne fais pas le procès. Enfin, je ne suis pas de ceux qui vont dire le gouvernement fait exprès, etc. Non, c'est pas ça. Qu'il y ait pu y avoir. Mais ça, c'est des témoignages que nous avons. Je rappelle qu'il y a pas mal de policiers nationaux qui sont syndiqués à Force ouvrière. Hein, bon. Et eux nous ont dit à différentes reprises, à un moment, on pensait que qu'on allait nous donner l'ordre d'intervenir. Et on ne nous a pas donné l'ordre. Les ordres n'ont pas été donnés. Ou mal donnés. Ou mal voilà. donnés. Hein, donc ça, c'est peut-être des problèmes de fonctionnement, ou peut-être qu'ils craignent qu'il y ait un incident. C'est pas simple. Hein. Moi, depuis le début, j'ai toujours dit, je n'incrimine pas les forces de l'ordre qui font leur travail. C'est dur, hein, entre l'état d'urgence, l'Euro 2016, les manifestations, les actes terroristes, etc. C'est très compliqué. Alors, il peut y avoir des problèmes de fonctionnement, c'est évident. Maintenant, l'hôpital Necker, enfin, il y avait aussi les casseurs qui retiraient des bouts de bitume, qui jetaient ça sur les forces de l'ordre, de trois qui ont cassé les masses. Je pense, avec des masses, c'est condamnable, bien entendu. Bon. L'hôpital n'a pas été dévasté. Et quand je vois, il y a eu des vitres de cassées, c'est inacceptable, hein, c'est condamnable. Mais j'ai entendu dire que l'hôpital a été dévasté. Non, il n'a pas été dévasté, l'hôpital. Il ne faut pas non plus en rajouter. Et quand, dans l'heure qui suit, ou les 2 heures qui suivent, le Premier ministre débarque, etc., oui, mais ça, vous savez, on fait beaucoup trop de communication, je pense, dans nos sociétés, plutôt que de travailler sur le fond. Je vais vous raconter une anecdote qui est liée à la rencontre d'hier. Moi, je dis, je suis pragmatique. Donc, ça veut dire quoi, je suis pragmatique? Quand on obtient quelque chose, je le dis. Je ne le cache pas, je le dis. Quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. Hier, mercredi matin, j'ai dit, avant d'être reçu, les informations que j'avais, ça évolue sur la branche, c'est bien. Maintenant, il reste les autres problèmes. Je sais par quelques journalistes que le service de communication de Matignon a téléphoné pour faire savoir, ça y est, Mailly est d'accord avec nous. C'est un peu gros. La manip et la ficelle est un peu grosse. Bon, le risque d'instrumentalisation est toujours réel. Oui. Bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Jean-Claude Mailly, le compte de pénibilité, le rapport avec le patronat, etc. Vous restez avec nous, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO, Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Jean-Claude Mailly, qui répond aux questions de Nathalie Birchem pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, pour être sûr de bien vous comprendre, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle manifestation le 5 juillet? Et au-delà, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain essoufflement du mouvement social? Jean-Claude Mailly. Moi, je le dis clairement, je l'ai dit, je ne souhaite pas qu'il y ait, à Paris en tous les cas, une manifestation le 5 juillet, parce que ça devient, je dis, très compliqué. On ne peut pas. Il faut assurer la sécurité, mais en même temps, c'est compliqué de rentrer dans une manifestation, donc ça devient compliqué. Je pense que nous avons fait respecter, ça c'est bien, la liberté de manifester, notamment grâce au rôle du ministre de l'Intérieur. Ça, je m'en félicite sur le principe, mais à un moment donné, ça devient compliqué d'organiser ce type de manifestation. Alors, il peut y avoir d'autres types d'actions. Par exemple, Jean-Claude Mailly. Moi, j'ai dit, on pourrait faire quelques opérations péage gratuits. Bon, ça ne fait pas plaisir aux sociétés d'assurance. Non, mais ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Mais ça peut faire, il peut y avoir d'autres types d'initiatives. Ça, on va occuper l'été d'une manière ou d'une autre. Ça, et puis éventuellement la rentrée. Enfin, éventuellement sûr. Si ça bouge pas, le mouvement social ne s'essouffle pas. Écoutez, faut bien comprendre. Moi, je n'ai jamais connu un mouvement aussi long. Jamais. Ça fait plus de 4 mois. La première manifestation a eu lieu le 9 mars. Donc, ça fait plus de 4 mois. Et qu'au bout de 4 mois, il y a encore autant de manifestants, ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré. Alors, plus ou moins, on ne pourra pas discuter chiffres de la police, chiffres des organisations, mais il y a eu d'autres mouvements plus courts où il y avait beaucoup moins de monde à la fin. Là, il y a une détermination. Et le gouvernement devrait faire attention, parce que si, effectivement, il ne bouge pas, qu'il reste droit dans ses bottes, comme on dit, il y aura une amertume très forte.
Romain Masneau, RCF. Le compte pénibilité entre en application ce vendredi avec ses 10 critères. Les organisations patronales dénoncent toujours une usine à gaz et réclament un report de l'entrée en vigueur, voire un retrait pur et simple. Est-ce qu'il y a encore une marge pour rendre cette loi plus facilement applicable ? Jean-Claude Mailly. Non, écoutez, la décision a été prise. C'est pas simple. Moi, je reconnais que. Alors, les grandes entreprises, elles y arriveront toujours. Elles ont les services pour. Pour des petites entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. Je l'ai toujours dit. Il y a un petit côté usine à gaz. Il faut que les branches. Justement, le rôle des branches, c'est aussi, c'est ça, au niveau national, notamment dans les secteurs où il y a beaucoup de PME, TPE, de livrer quelque chose clé en main, que ce soit facilement applicable par les entreprises. Maintenant, ça doit être appliqué, la pénibilité. Et, je vous avoue que je comprends mal les déclarations du président du MEDEF quand il dit « nous ne l'appliquerons pas ». Je ne savais pas que M. Gattaz était un partisan de la désobéissance civile. Mais vous pensez que pour les PME, on peut encore discuter ? Oui, mais je pense que il faut. C'est compliqué, c'est vrai, mais je pense qu'il faut laisser à la branche le soin de simplifier. La branche peut établir une espèce de typologie. Après, les experts comptables peuvent rentrer dans, voilà, et que les entreprises aient un truc clé en main d'une certaine manière. Donc il y a une porte ouverte là. Voilà, ça, faut simplifier, mais la pénibilité, ça doit être pris en compte. Nathalie Reste Bircham, que pour l'instant, ces fameux référentiels de branches ne sont pas prêts. Ils sont prêts que dans une branche qui est celle des boissons. Oui, il faut continuer là-dessus. Et pourtant, la loi, elle s'applique. Oui, oui, mais à un moment donné, il faut bien mettre une date, parce que si vous ne mettez pas de date, le patronat risque de freiner partout dans toute une série de branches. Donc, il faut pousser, y compris, à ce que les accords de branche débouchent. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu des manifestations depuis début mars pour une loi qui, somme toute, ne semblait pas non plus complètement réactionnaire. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Est-ce qu'il est possible de réformer en France aujourd'hui ? Bien sûr qu'il est possible de réformer. Je vous rappelle quand même que sur le plan, sans parler du fond, qui est le plus important quand même, sur le plan de la méthode, c'est un ratage complet de la part du gouvernement. Je rappelle que le gouvernement n'a même pas respecté le Code du travail. Que le Code du travail, il y a le premier article du Code du travail, ça c'est suite au conflit de 2006. Il y a une loi en 2007 qu'on appelle la loi Larcher, parce que c'était M. Larcher qui était ministre du Travail, qui oblige un gouvernement, quand il veut faire une réforme dans le domaine du marché du travail, du Code du travail, il oblige le gouvernement à deux choses. Un, faire un document d'orientation, où dans ce document, il dit voilà le constat que nous faisons, voilà nous, on vers quoi on veut aller, et est-ce que vous, interlocuteurs sociaux, vous voulez, patronat, syndicat, négocier ? On n'a pas eu de document d'orientation. Il n'y a pas eu. Si, il y a eu le rapport Combrexel. Non, le rapport Combrexel, c'est le rapport de M. Combrexel. Comme il y a eu le rapport Badinter, ce sont des rapports. Donc ce projet de loi, vous êtes tombé dessus, presque par surprise, franchement. c'est ça ? Oui. Il y a eu en plus, il y a un changement de ministre entre-temps. Oui. Quand j'y nous est tombé... Oui, il y a eu le rapport Combrexel. Oui. On a discuté sur le rapport, mais ce n'est pas un document d'orientation. Ensuite, il y a eu quelques consultations, sans texte dans les mains. Et puis, on a découvert l'intégralité du projet de loi en même temps que la presse. C'est même sorti dans 1 ou 2 journaux avant. On a découvert ça en même temps que la presse. Et c'est là qu'on mesure l'étendue du dégât. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, à ce moment-là ? J'ai dit, attendez, c'est pas possible. Sur la concertation, c'est tout raté. Ça, vous n'avez même pas respecté le Code du travail. Je vous demande une suspension. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire, on se calme, on ouvre un débat, on ne met pas un calendrier serré avec tout le monde et on discute. Il y a eu un refus du gouvernement. Il a juste dit on décale de 15 jours pour faire 2 opérations com. Le Premier ministre a reçu les uns les autres, il a fait une réunion ensemble qui n'a pas donné grand-chose. Bon. Donc, à partir de là, on dit écoutez, nous, on n'est pas satisfait du Code du travail tel qu'il est. Moi, je n'ai rien contre une simplification du Code du travail. Ça, vous pouvez l'envisager. Mais pas en mettant en cause des droits. Vous savez, quelle est l'une des parties les plus compliquées, par exemple ? C'est la durée du travail. Mais beaucoup de complexités ont été dues aux demandes patronales aussi au fil du temps. Donc, qu'il y ait des simplifications, oui, mais là, on remet en cause des droits en matière de durée, en matière de salaire, parce que les deux choses sont liées. On est en train de programmer des baisses de pouvoir d'achat. Ça va être travailler plus pour gagner moins. Nathalie Bircham, vous dites le gouvernement n'a pas respecté le Code du travail, il n'a pas fait de concertation, n'a pas posé de documents d'orientation. Quand on fait ce reproche au gouvernement, il dit mais la loi Larcher ne nous oblige pas à négocier, elle nous oblige à proposer aux partenaires sociaux de négocier s'ils le souhaitent. Et ils ne le souhaitaient pas. Non, le gouvernement, excusez-moi, le gouvernement nous a dit simplement
après la remise du rapport Combrexel, mais Julien, c'est le rapport de M. Combrexel, comme il y a le rapport Badinter, est-ce que vous voulez négocier sur le rapport Combrexel? Et moi, j'ai dit, comme d'autres, j'ai dit, non, attendez, on ne négocie pas sur un rapport. Dites-nous ce que vous voulez. M. Combrexel, à ma connaissance, il n'est pas membre du gouvernement. Donc il fallait que le gouvernement fasse un document d'orientation, ce qu'il n'a pas fait. C'est sûr, c'est à partir de ce document qu'il aurait dû nous demander si on voulait négocier ou pas. Mais ça, c'est une étape qu'il a sautée, d'une certaine manière. Romain Masneau, RCF. Sur le front de la lutte contre le chômage, est-ce que vous retenez surtout le dernier chiffre, 16 000 chômeurs de plus au mois de mai, en catégorie A, ou est-ce que ce qui retient votre attention, c'est plus le phénomène de décrue apparemment, d'amélioration au niveau de l'emploi de ces derniers mois, et est-ce que ce serait dû en partie à la politique du gouvernement, selon vous? Est-ce que ça va mieux, Jean-Claude Mailly? Écoutez, moi je pense qu'on est plutôt sur, en ce concernant les statistiques du chômage, sur une stabilisation. Un mois après l'autre, c'est très compliqué. Il y a des radiations, des gens qui se réinscrivent. On voit bien que ça joue aussi sur les variations mensuelles. Je pense plus qu'on est sur une phase de stabilisation pour le moment, avec une montée de la précarité aussi, parce que beaucoup d'emplois créés sont des emplois précaires, ou CDD ou intérim. Alors effectivement, il y a une amorce de reprise de la croissance économique, doucement. Je ne pense pas... la consommation notamment. Oui, la consommation, mais il y a eu le prix des produits énergétiques, il y a les marges des entreprises qui se sont redressées. Ça, c'est l'effet vraisemblablement des aides accordées aux entreprises sans contrepartie, parce que je rappelle que sur le pacte de responsabilité, il n'y a aucune contrepartie, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et puis il y a le contexte international qui a joué. Maintenant, c'est d'une fragilité extrême. Il peut y avoir des conséquences, par exemple, du Brexit. La croissance aux États-Unis est en train de se tasser. Il y a des tensions dans pas mal de zones. On dépend énormément aussi, aujourd'hui, la France comme les autres pays, à la fois du contexte international, mais aussi du contexte européen. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas brillant. Mais entre nous, il y a une légère reprise. Moi, je ne lis pas. Si le gouvernement n'avait pas fait la bêtise de présenter son projet de loi, je pense qu'il en profiterait plus. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a un sujet dont on parle assez peu, c'est le problème de laïcité dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes présent dans beaucoup d'entreprises par vos sections? Est-ce que vous avez des remontées là-dessus? Est-ce que c'est un phénomène? Écoutez, moi je pense que la position de Force ouvrière depuis longtemps, c'est que l'entreprise, ou l'administration, l'entreprise ne doit ni être un lieu d'expression politique, ni un lieu d'expression religieuse, quelle qu'elle soit. Voilà. C'est un lieu d'expression économique, c'est un lieu d'expression sociale, syndicale, et je pense que ce serait une bonne règle à suivre. Maintenant, nous ne sommes pas partisans, il y a eu les débats dans le cadre de la Commission nationale des droits de l'homme, etc., de modifier la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a des possibilités d'adaptation ou autres, mais je pense qu'il y a une règle qui devrait être respectée, c'est que, je dis bien, l'entreprise ou le lieu de travail n'est pas un lieu d'expression religieuse ou un lieu d'expression politique. Voilà. Mais quand même, le ramadan, en ce moment, sous nos latitudes en France, c'est compliqué quand on est dans un travail pénible en France. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelqu'un qui, au titre de sa liberté de conscience, travaille et suit le ramadan, ça veut dire que le matin, il ne mange pas, il va au travail sans manger. Imaginez que c'est un poste dangereux ou un poste à responsabilité. Je ne sais pas, moi, si c'est un conducteur d'autobus, il peut avoir un malaise s'il fait chaud. Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de choses. Il y a une responsabilité générale. Après, chacun doit à sa liberté de conscience. Moi, mais c'est une affaire privée, je dirais, d'une manière. Ça ne doit pas être une affaire publique au sens... L'entreprise, ce n'est pas un lieu d'expression religieuse. Alors, je vois très bien, ici ou là, parfois, dans des entreprises, moi, ça me surprend toujours et ça me choque. Alors, parfois, c'est parce que on nous l'a demandé, ça se fait, etc. Mais non, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Nathalie Birchem, la Croix. Vous dites qu'il faut faire attention, mais pour un chef d'entreprise, c'est compliqué de faire attention. Enfin, la loi est là pour donner des règles. Vous n'êtes pas favorable à ce qu'on modifie la loi pour dire non, dans les entreprises, il ne faut pas accorder Il n'y a pas tellement de remontées que ça. Il faut faire attention. Bon, il y a eu un grand débat là-dessus avec après le terrorisme, etc. Il y a eu un amendement au Sénat. Mais il faut être vigilant. Pour moi, par exemple, ça ne doit pas être une question qui doit être traitée dans le règlement intérieur. Voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Mais par contre, je pense qu'il faut rappeler cette règle, que je considère comme une règle. Il ne doit pas y avoir, c'est pas un lieu d'expression politique, c'est pas non plus un lieu d'expression religieuse. Voilà, l'entreprise ou l'administration, c'est pas ce type de, c'est là où on travaille.
C'est là où on a des relations sociales, économiques, et ça suffit bien. La loi ne dit pas ça aujourd'hui. Oui, mais moi, c'est ce que je souhaiterais. Voilà. Au titre de FO, c'est ce qu'on souhaiterait. D'accord. Romain Masneau, RCF. Quel est votre regard sur le phénomène Emmanuel Macron, qui est peut-être en train de refluer en ce moment, mais tout de même, est-ce que pour vous c'est du valse bis ou du valse en pire, je ne sais pas. Enfin, quel mot vous utiliseriez? Moi, je pense qu'il s'est mis un peu aux abris, là. J'ai l'impression depuis quelque temps. Il est de conception, sur le plan économique, je parle, il est de conception libérale sur le plan économique. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Moi, les premiers contacts que j'avais eus avec lui, c'est quand il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, chargé des questions économiques et sociales. On s'est confronté à différentes reprises sur sa vision très libérale des choses. Le fait qu'il vienne du privé, c'est intéressant. C'est un phénomène intéressant. Non, c'est accessoire. Oui, non, bon, il a une expérience de banquier, ok, bon, chez Rothschild, il est un peu... la vie réelle, quand je dis la vie réelle, je ne dis pas qu'il n'est pas dans la vie réelle, chacun sa vie, quoi, mais confronté à des problèmes sociaux dans des entreprises, etc., ça n'a pas été son histoire, quoi, d'une certaine manière. Donc très libéral, moi je me souviens des discussions qu'on a eues par exemple sur le travail le dimanche, je rappelle que nous y sommes... nous opposés à l'extension pour toute une série de raisons. Bon, il est plus dans une vision libérale, quoi. Moi, je me souviens avoir une discussion avec lui sur les zones touristiques internationales, quand je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi le 13e arrondissement à Paris était considéré comme une zone touristique internationale. Enfin, quand on connaît un peu la rue Bobillot ou autre, je dis, oui, effectivement, il y a beaucoup de Chinois, mais ils y habitent. Donc, c'est pas des touristes. Voilà. Donc, j'avais pas de réponse, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus, y compris le travail le dimanche, beaucoup plus d'intérêts économiques qui ont joué qu'autre chose. Donc, c'est un libéral. Qu'est-ce qu'il veut faire et tout je ne sais pas, j'ai pas eu de discussion. Vous le verriez dans le cadre de la primaire de la gauche? Lui? Oui. Non, il n'est pas membre du du parti. Franchement, j'en sais rien. Oui. J'en sais rien ce qu'il veut faire, etc. Bon, quand même, de temps en temps, il fait des saillies publiques. D'autres ministres avec moins de saillies ont dû partir. Donc, ça veut dire qu'il est couvert quelque part quand même. Il est couvert quelque part. Romain Masneau. Justement, pour la primaire de la gauche, est-ce qu'il faut, selon vous, un candidat socialiste, un seul, face à François Hollande, pour représenter une alternative? J'ai mon idée personnelle, mais ça, je me la garde pour moi parce que c'est dommage. Oui, non, mais je suis pas dans le. Non, mais je sors d'un rôle qui est celui de secrétaire général. Mais vous êtes membre du Parti socialiste? Oui, à titre individuel, je m'en suis jamais caché. Ça fait. De Martine Aubry, vous ne vous en cachez pas. Oui, mais j'ai le droit d'avoir des amis, voilà. Donc ça fait Martine Aubry, ça fait plus de 30 ans que je la connais. Donc on s'est engueulé 20 fois, 30 fois, moins depuis quelque temps, c'est vrai. Mais c'est en même temps, c'est au-delà des questions politiques. C'est une amie avec qui on discute parfois de toute autre chose que de la situation, d'ailleurs. Bon, oui, mais non, je me garderais bien de donner des conseils ou quoi que ce soit. Ça, c'est la responsabilité des politiques, primaires, pas primaires. Bon, je ne sais pas, moi, entre nous, si c'est une bonne solution, les primaires pour qui que ce soit. Je ne pense pas que ce soit obligatoirement un bon outil démocratique. Vous pensez que le président Hollande est en position de se présenter? Il est à 12% en ce moment. Ah, mais je crois que c'est quelqu'un qui croit qu'il a la baraka en permanence. Donc voilà. Donc à partir de là, si je lis bien l'interview qu'il a donnée cette semaine aux Échos, j'ai l'impression qu'il est en campagne. Bon, maintenant, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais au sein du parti, est-ce qu'il faut cliver le parti? Est-ce que les deux gauches doivent apparaître? On dit que c'est l'objectif de Manuel Valls, de faire apparaître les deux gauches, la gauche réformiste et la gauche de gauche. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Ils ne savent pas ce que c'est que le réformisme. Franchement, ils ont des drôles de définition du réformiste, y compris du réformisme syndical. Moi, je conteste. Là, depuis des mois, on a discuté avec les syndicats réformistes. Vous me dites, c'est quoi un syndicat réformiste? C'est ceux qui sont d'accord avec Berger, par exemple. Oui, mais c'est quoi? C'est un syndicat qui est toujours d'accord avec vous, si vous appelez ça du réformisme. Moi, non. Et vous savez, il y a un ancien leader syndical italien qui avait une formule pour ça. Il disait, non, à quoi il faut opposer le réformisme syndical? Il faut lui opposer le transformisme. Je trouve que c'est pas mal comme nuance. Force ouvrière est une organisation réformiste. Franchement, je ne vois pas, d'ailleurs, qu'est-ce qui est opposé à réformiste? C'est révolutionnaire. Il n'y a pas un syndicat, peut-être des petits groupuscules, qui prônent la révolution aujourd'hui. Après, on peut avoir... Nous, historiquement, on a toujours tenu et on tient toujours à la négociation. Maintenant, quand on est d'accord, on le dit. Exemple, quand sur les branches, ça évolue, moi, c'est côté réformiste, je dis OK, là, ça a évolué, c'est bien, mais ça n'a pas évolué sur le reste. On dit les choses. Maintenant, on est partisans de la négociation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sépare de Laurent Berger? Sur quel point? On a deux... Je veux dire, d'une certaine manière, FO et CFDT c'est l'anti l'un de l'autre.
Oui. Je ne parle même pas des positions. Prenez une organisation comme Force ouvrière, qui est historiquement très attachée aux valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, etc. Bon. Nous sommes plutôt jacobins sur l'analyse des choses, etc. Bon. En même temps, dans notre mode de fonctionnement interne, nous sommes hyper décentralisés. Il y a une autonomie, ce qu'on appelle le fédéralisme, une autonomie des fédérations, etc. CFDT, c'est tout le contraire. Ils sont plutôt girondins, ils ne sont pas jacobins, mais ils sont hyper centralisés dans le mode de fonctionnement, gestion nationale des adhérents, etc. Voilà, c'est bon. Alors après, on a des divergences. Écoutez, moi, je le dis, parce que oui, j'ai eu un vrai problème avec Laurent Berger, c'est un problème de fiabilité. Quand nous négocions l'année dernière sur les retraites complémentaires, on s'était mis d'accord, il a changé de position, ça c'est le droit d'une organisation de changer de position, mais la moindre des choses, c'est qu'on prévienne. Et il ne l'a pas fait. Donc j'ai un problème de fiabilité. Ça reste une épine. Nathalie Birchem, oui. Précisément, vous étiez mis d'accord pour aller jusqu'où et il n'a pas tenu la ligne à partir de quand on quand a discuté sur les retraites complémentaires l'année dernière, tout au début du dossier, la CFDT avait dit nous, on n'est peut-être pas opposés à ce qu'il y ait un abattement, mais petit, pas trop gros, etc. Nous étions opposés. Après, on a confronté nos idées, on s'était mis d'accord pour qu'il n'y ait pas d'abattement. Alors, je vais me dire, on avait dit, même si on les convenait tous les deux à l'époque, que si l'accord ne débouchait pas, il y avait une solution, un plan B, qui n'était peut-être pas très glorieux, mais qui était de dire on prolonge pendant 1 an au moins, via la commission paritaire Agirc-Arrco, l'existant, pour que l'État ne reprenne pas le dossier. Alors on s'était mis d'accord là-dessus, et puis dernier moment, sans prévenir, ils ont accepté les abattements. Vous savez, c'était une négociation faussée dès le début. Là, ce n'est pas la CFDT qui est responsable. Moi, je n'ai jamais compris, et ce n'est pas une question d'homme qu'on se comprenne bien, que le négociateur du MEDEF était un assureur privé. C'est quelque part un conflit d'intérêts sur une question comme ça. Une dernière question rapide pour une réponse rapide d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Les habitants de Loire-Atlantique ont voté tout récemment pour dire oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Maintenant, il faut le faire, cet aéroport. Vous pensez que le gouvernement va le faire ? Je pense qu'il faut le faire, oui. Écoutez, mes amis localement se sont depuis toujours prononcés pour l'aéroport, syndicalement. FO local, oui. Oui, FO local a toujours dit il faut le faire, cet aéroport, regardez les choses, etc. Bon, maintenant, à un moment donné, il faut prendre une décision. Là encore, il y a eu un référendum, on peut contester tout ce qu'on veut, mais je pense que maintenant, il faut le faire, oui. Très bien, merci à vous Jean-Claude Mailly. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Il nous reste à aborder notamment l'actualité internationale chargée sur le plan européen cette semaine. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, qui est interrogé par Nathalie Birchem pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Les Britanniques ont donc voté pour sortir de l'Union européenne. Si la question était posée aux Français aujourd'hui, d'après les sondages, c'est plutôt le maintien dans l'Union qui l'emporterait assez largement. Pour l'instant, en tout cas, si la France était amenée à quitter l'Union européenne, si ça devait arriver, qu'est-ce qu'elle perdrait selon vous ? Jean-Claude Mailly. Écoutez, la situation serait différente concernant la France par rapport au Royaume-Uni, ne serait-ce que pour 2 éléments. La France est dans l'euro, le Royaume-Uni ne l'était pas, il y a Schengen, etc. etc. Nous avons soutenu, quand je dis nous, les syndicats européens, d'une manière générale, donc la Confédération européenne des syndicats. Nous avons soutenu nos amis britanniques, les syndicats anglais, qui plaidaient pour le maintien dans l'Union européenne. Pour une simple et bonne raison d'ailleurs, c'est qu'à la différence de la France, de l'Allemagne ou autres, sur le plan social, les directives européennes protègent les salariés anglais. Ce qui est inscrit dans les directives européennes, c'est une garantie pour les salariés anglais. Donc leur inquiétude, c'est si on quitte l'Union européenne, donc les directives ne s'appliqueront plus à un moment donné, et on n'est pas certain que la législation anglaise nous apportera les mêmes garanties. C'est vrai sur la durée du travail, c'est vrai sur une série de choses. Donc nous pensons que, nous avons soutenu nos amis anglais. Maintenant, si je suis sûr qu'effectivement, s'il y avait un référendum en France, mais moi je ne suis pas partisan du référendum d'une manière générale. On a bien compris, oui. Mais d'une manière générale, même politiquement. C'est trop compliqué, ce n'est pas un vrai outil démocratique selon moi. Mais s'il y avait un débat en France sur sortir de l'Europe ou pas, non. Par contre, je pense qu'il y a un vrai problème. Au niveau européen, mon organisation est depuis toujours partisane de l'Europe, de l'idée de l'Europe, c'est aucun problème. Par contre, nous sommes critiques sur
l'Union européenne, la manière dont l'Union européenne fonctionne. Et on constate très bien, là par exemple, j'approuve ce que disait le ministre des Affaires étrangères en début de semaine, en disant il faut que l'Europe renoue avec les citoyens. Et il y a vraiment un fossé. Alors En même temps, sur les modalités de la construction européenne, il faut arrêter d'avoir des modalités de la construction européenne qui soient, OK, c'est la liberté de circulation des capitaux, c'est la liberté de circulation des marchandises. Pour les hommes et les femmes, c'est quand même plus compliqué. Vous voyez les problèmes sur le détachement, vous voyez la manière dont l'Europe est incapable, et c'est une honte d'une certaine manière, de régler ensemble le problème des réfugiés, donc avec tout ce que ça peut entraîner derrière. Donc l'idée de progrès, l'idée sociale, etc., doit revenir au cœur de la construction européenne. Or aujourd'hui, et moi je n'accuse pas la Commission européenne, c'est trop facile, c'est quand même les gouvernements qui acceptent à un moment donné les traités, etc., y compris François Hollande, qui lorsqu'il est en campagne électorale dit « je renégocierai » le pacte budgétaire européen, et la première chose qu'il fait quand il arrive, il le signe. Et depuis, on est dans une seringue. Faut tout reprendre à zéro, Jean-Claude Mailly ? Il faut, en tous les cas, revoir les modalités de la construction. Il faut revoir des traités, oui, bien sûr. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, on les voit tous dire « ah il faut », puis après, pouf, ça retombe, il ne se passe rien. Et ça, on est en train d'éloigner l'Europe des populations. Et ça, c'est pas normal. Mais ce n'est pas les populations qui sont responsables. C'est les dirigeants qui sont responsables, à eux de prendre leurs responsabilités. Moi, je conçois bien, quand on est président de la République, que ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il faut discuter avec les autres. Mais moi, je sais que si la France avait essayé au moins de m'en changer les choses en 2012, elle était attendue par d'autres pays. La Grèce, bien entendu. Mais il y avait l'Italie, il y avait l'Espagne, il y avait la Belgique. Or, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas été fait. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous avez évoqué la crise des migrants. Qu'est-ce qu'il aurait fallu ? Il aurait fallu faire plus ouvrir encore Oui, je pense que, nonobstant tous les problèmes qu'il peut y avoir, oui, c'est de notre responsabilité d'accueillir les réfugiés, mais l'entité, l'Union européenne, on a vu ressurgir les nationalistes, les fermetures de frontières, etc., etc. Moi, je pense que sur cette question-là, même si ça n'a pas été facile, Mme Merkel a été courageuse. Moi, je le dis clairement. Elle a bien fait de dire ce qu'elle a dit. Elle a bien fait de dire ce qu'elle a dit. D'ailleurs, je pense que le président de la République devrait, sur plusieurs choses, plus s'inspirer de ce que fait actuellement Mme Merkel que de s'inspirer de ce qu'a fait M. Rajoy en Espagne sur le marché du travail. Tenez, la loi travail, il faut savoir que c'est une des recommandations de la Commission européenne. En 2015, la Commission européenne, dans les recommandations sur le programme national de réforme, a dit qu'il faut déroger au niveau des branches, etc. C'est un problème qui s'est posé en Espagne, au Portugal, dans différents pays européens. Un signe pour dire qu'il faut renouer avec les citoyens et les salariés, ce serait sérieusement abandonner certains aspects de la loi travail. Nathalie Birchem-Lacroix. Sur le travail détaché, vous pensez quoi ? Vous pensez qu'il faut amender le dispositif ou il faut le supprimer ? Non, il faut. Il y a des choses qui ont été faites là, ces derniers temps en France, mais l'urgence, elle est aujourd'hui au niveau de la révision de la directive européenne. Le texte de base, c'est la directive de 96. Écoutez, nous, la règle que nous souhaitons, c'est qu'un salarié européen qui va travailler dans un autre pays européen, il doit avoir les mêmes droits, les mêmes niveaux de salaire. Voilà. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et les mêmes charges ? Bien sûr, oui, bien sûr. À un moment donné, on va vers une harmonisation vers le haut. Écoutez, encore, je discutais la semaine dernière, j'étais en visite dans l'Orne avec notre délégué syndical d'une entreprise de transport, où il expliquait, entreprise française de transport, où il expliquait que les chauffeurs bulgares gagnaient la moitié de ce que gagnaient les chauffeurs français, et qu'en plus, ils étaient sur une base horaire de 169 heures de conduite. Ça veut dire que toutes les heures hors conduite, chargement, déchargement n'étaient pas comptabilisées. Si ce n'est pas du dumping, et moi, ce n'est pas le chauffeur bulgare qui est en cause. C'est illégal. Oui, c'est illégal, mais vous savez, quand il y a des dérapages un peu partout, il y en a qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Et on a ça dans différents secteurs d'activité. L'Allemagne a été très fortement confrontée à ça, y compris pour des raisons géographiques d'ailleurs. Donc je suis partisan, moi, qu'on soit beaucoup plus ferme sur ces questions-là. Pas de travail détaché, mais avec le même salaire, la même protection sociale. Voilà, il faut éviter le dumping. Vous savez, c'est juste de la circulation des travailleurs alors. Oui, bien sûr, mais dans le temps, moi je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. La dernière période d'ouverture des mines dans le Pas-de-Calais, il y a eu l'époque des Italiens, il y a eu l'époque des Polonais, et après c'était l'époque des Marocains, etc. Mais quand les salariés marocains venaient travailler dans les mines, ils avaient les mêmes salaires et les mêmes droits. Pareil pour les Polonais. Ça, ok, mais on ne doit pas faire de distinction, y compris selon les origines. Romain Masneau, RCF.
Quelle est la meilleure arme face au populisme qui monte un peu partout en Europe, aux États-Unis? Est-ce qu'il faut réinventer, vous disiez qu'il faut réinventer la construction européenne, est-ce qu'il faut réinventer la démocratie? Comment on fait? Tout remettre à plat, Jean-Claude Mailly. En tous les cas, on est dans une situation où la complexité fait qu'il y a des décisions à prendre au niveau international et des décisions à prendre au niveau européen et au niveau national. Alors c'est toujours plus compliqué quand c'est au niveau international, mais par exemple, si vous regardez la crise qui éclate en 2008, tout n'est pas réglé aujourd'hui. Les grandes annonces au moment de la crise, les paradis fiscaux, il y a soi-disant qu'il n'y en avait plus, on a tous vu Panama Papers il y a quelque temps. Bon, la bulle étudiante aux États-Unis, qui est évaluée à 1200 milliards de dollars, elle peut éclater à n'importe quel moment. Donc il y a un vrai travail de régulation. Il faut que les pouvoirs politiques, les démocraties reprennent la main sur les marchés. Mais ils ont l'air bien désemparés. Eh bien oui, parce que, oui. En même temps, ils se bloquent eux-mêmes. Quand je dis les pouvoirs politiques, c'est la démocratie reprennent la main sur les marchés. Donc ça suppose des règles au niveau international, au niveau européen et au niveau national. Et il faut notamment, si on reste sur la sphère européenne, moi ça fait 3 ans que j'explique, alors la formule est peut-être un peu brutale, mais je pense qu'elle veut dire ce qu'elle veut dire, les logiques d'austérité ou de rigueur, on appelle ça comme on veut, sont 3 fois suicidaires. Elles sont suicidaires socialement. Ça remet en cause des droits, plus ou moins selon les pays. On n'est ni à situation espagnole ni grecque, bien entendu. Ça remet, c'est pas bon économiquement, parce qu'on a vu que ça patine, etc. Et ça finira par être dangereux démocratiquement. Parce que toutes ces idées populistes, chez nous comme ailleurs, elles progressent sur quoi? Elles progressent sur les difficultés économiques et sociales. Donc il faut une politique économique et sociale à tous les niveaux qui soient orientés vers le progrès. Alors, il y a peut-être des problèmes identitaires, etc. Ok, je veux bien, mais si on résume la difficulté aux problèmes identitaires, on a tout faux. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, le pape François s'est beaucoup exprimé en matière sociale, pas simplement sur les migrants. Comment vous recevez son discours, vous qui êtes à la tête d'une organisation plus traditionnellement laïque? Oui, non, on est une organisation effectivement traditionnellement laïque. Quand je regarde certains, alors je ne lis pas tout, etc., mais quand j'entends certains discours, je le trouve courageux. Je le trouve courageux, y compris dans l'Église, si j'ai bien compris. Dans l'appareil de l'Église, comme il existe les appareils syndicaux. Retour sur la question du dialogue social, Jean-Claude Mailly. Les négociations sur l'assurance chômage ont échoué. Oui. Est-ce que le paritarisme est vraiment menacé dans notre pays? Oui, le paritarisme est menacé. Qu'est-ce qui reste de paritaire? Les retraites complémentaires. Bon. L'assurance chômage, depuis Pôle emploi, c'était plus vraiment du vrai paritarisme. Moins. Un peu la formation professionnelle. La sécurité sociale, ce sont plus des régimes paritaires. Or, il n'y a pas qu'en France que ça existe, mais moi, je rappelle que le paritarisme, c'est une école de responsabilité, à la fois pour les organisations patronales et pour les organisations syndicales. Et ça gère notamment, historiquement, tout ce qu'il y a autour du contrat de travail, la formation, etc. Bon. Et c'est beaucoup plus difficile, pour me faire comprendre, de remettre en cause une cotisation sociale, quelle qu'elle soit, que de remettre en cause un impôt. Un impôt, tous les ans, on peut le modifier à l'occasion d'une loi de finances. Donc, en tant qu'école de responsabilité, moi, je pense qu'il faut non seulement... Il y a un rapport qui est sorti, d'ailleurs, de 2 députés récemment. Je n'ai pas encore eu le temps de tout lire, mais je pense qu'il y a quelques pistes intéressantes. Il faut le revivifier, ce paritarisme. C'est un outil démocratique en même temps. Une dernière question de Romain Mazeno, RCF. Il y a la Cour des comptes qui a dit qu'elle ne croyait clairement pas au plan d'économie du gouvernement qui avait promis une baisse du déficit à 2,7% en 2017. Est-ce que vous dites que ce n'est pas le problème, ce n'est pas la priorité, ou est-ce que vous dites si, il faut quand même faire des économies après tous ces cadeaux catégoriels pour les jeunes, les agriculteurs, les fonctionnaires, etc. Quel est votre point de vue? Non, pour moi, le 3%, ce n'est pas une priorité. C'est une norme. Pourquoi à 2,5 ce serait bien et à 3,2 ce serait pas bien? Alors ça, c'est les conséquences des engagements européens. Ça, je suis bien d'accord. C'est pas un bon thermomètre pour vous. C'est pas non, c'est pas un bon. Au passage, rappelez-vous, il y en a 2 thermomètres normalement. Il y a le déficit budgétaire et il y a la dette publique. Et ça, on nous en parle jamais. Pourtant, elle a explosé. Elle a explosé, y compris après la crise de 2008. Et elle continue à exploser, mais ça, on ne nous en parle plus. Donc je pense que là, il faut revoir également sur l'aspect des traités économiques. Maintenant, les efforts ont été imposés. Vous savez, aujourd'hui, quand... moi, je prends souvent dans mes discours, je prends un exemple. Si on ferme un bureau de poste à Paris, je ne dis pas que c'est bien, mais vous prenez le métro, vous faites 2 stations, vous en avez un autre. Quand on ferme un bureau de poste dans une zone rurale, en général, il n'y a pas que le bureau de poste qui ferme. Après, il ne faut pas s'étonner si les gens se sentent abandonnés. Tout le monde n'a pas la voiture pour faire les 20 km, tout le monde n'est pas branché Internet, etc. Donc, il faut assurer... L'égalité républicaine, c'est aussi d'assurer un minimum de présence du service public sur l'ensemble du territoire. Or, avec les 50 milliards d'euros
pour financer le pacte de responsabilité, on a réduit fortement les dépenses publiques et sociales, y compris en termes d'implantation. Hein, on a fait trop de cadeaux aux patrons. Ben, moi, je ne parle pas de cadeaux. Je dis, ce sont des aides publiques. Qu'il y ait des aides publiques aux entreprises, ça ne me choque pas. Mais par contre, elles doivent être conditionnées. Et pour les conditionner, il faut qu'elles soient ciblées sur tel type d'investissement, sur tel type d'emploi. Si vous faites une aide générale, il n'y aura jamais de contrepartie. Et en plus, compte tenu de ce qu'on disait, il ne faut pas déplaire au marché, on dit, pour financer ça, on réduit les dépenses publiques et sociales, y compris sur la recherche publique, par exemple. Or, je rappelle que la recherche publique, c'est aussi... Le gouvernement est revenu dessus. Hein. Oui, là, récemment. Oui. Mais on a, par exemple, tout le réseau scientifique et technique, au cours des années, il a été démantelé. C'est eux qui ont inventé, par exemple, l'enrobé de Droban, l'enrobé pour les routes, qu'ont utilisé les entreprises après. Voilà. Donc, on démantèle des choses qui sont utiles, selon moi. Et ça, c'est la logique de rigueur ou d'austérité. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Mailly. Vous avez été notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière. Cette édition était la dernière édition de la saison de Face aux Chrétiens. Donc nous vous donnons rendez-vous le jeudi 1er septembre prochain. En attendant, vous pouvez évidemment retrouver toutes nos éditions, y compris ce dialogue avec Jean-Claude Mailly, sur La Croix, sur les sites de KTO, de Radio Notre-Dame et de La Croix également. Bonnes vacances à tous et à la rentrée.